Salut à vous, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. J'aimerais dire un grand merci à l'Association nationale des communistes, comme je l'ai déjà dit, une association que je peux critiquer par ailleurs sur certaines de ses analyses, que je peux éventuellement apprécier sur d'autres, hein, qui est, euh, qui est l'hommage qu'ils ont rendu. Bah, ça date un peu, ça date de Cet article date du 12 avril 2020, donc j'y suis un peu en retard, mais j'aime bien rappeler certaines choses, du coup, qui sont, à mon sens, fondamentales. C'est l'hommage à Henri Alleg, euh, qui est un militant communiste pour qui j'ai de la sympathie, hein, de l'admiration. C'est un mec qui a dénoncé la torture en Algérie, donc c'est un gars précieux, hein, du coup. Hein, il a été au PCF et en l'occurrence, moi je défends un peu ma ligne, donc si vous voulez, il a été au PCF avant d'être au PRCF. Voilà. Je suis un communiste patriote, je suis un communiste souverainiste. Donc voilà, je défends une ligne anti-UE, anti-OTAN, anti-impérialiste, si vous voulez. Donc, on va lire cet article, hein. Euh, on va lire cet article sur Henri Alleg. Allez. Donc, Association nationale des communistes, la question d'Henri Alleg, histoire d'un manuscrit. Dimanche 12 avril 2020 par Roland Rapaport. Henri Alleg a été, de 1950 à 1955, directeur d'Alger Républicain. Ce journal, qui était en Algérie le seul quotidien ouvrant ses colonnes à toutes les tendances de l'opinion démocratique et nationale algérienne, fut interdit en septembre 1955. À partir de cette date, Henri Alleg multiplie les démarches pour obtenir que soit levée cette mesure d'interdiction. Celle-ci est bientôt reconnue illégale par le tribunal administratif d'Alger, ce qui n'empêche pas les autorités de s'opposer à la réparation du journal. En novembre 1956, pour échapper à la mesure d'internement qui frappe la plupart des collaborateurs du journal, Alleg est contraint de passer dans la clandestinité. Il est arrêté le 12 juin 1957 par les parachutistes de la 10e DP qui le séquestrent à El Biar, dans la banlieue d'Alger, pendant un mois entier. C'est le récit de cette détention qu'il fait ici. Le livre s'achève au moment où Henri Alleg est transféré au centre d'hébergement, ou entre guillemets centre d'hébergement de Lodi. On sait qu'il existe en Algérie de nombreux camps, Bossuet, Kazel, Berou-Ajia, où sont internés sur simple décision administrative euh, des gens contre lesquels aucune charge n'a été retenue. Du camp Alleg fait parvenir en France une copie de la plainte qu'il a déposée fin juillet entre les mains du procureur général d'Alger. Il dénonce les tortures dont il a été victime. Cette plainte connaît un grand retentissement dans la presse française et internationale. À partir de ce moment, les bruits les plus inquiétants circulent tous les jours à Alger sur la disparition, l'enlèvement et même le décès d'Alleg. Et c'est seulement à la suite d'une large campagne de presse que le 17 août, c'est-à-dire 2 mois après son arrestation, Alleg est enfin présenté à un magistrat instructeur. Depuis lors, il est incarcéré à la prison civile d'Alger. Vers le mois de novembre, il a été, comme membre du Parti communiste algérien, inculpé d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État et de reconstitution de ligue dissoute. En revanche, encore aujourd'hui, 6 mois après l'ouverture de l'enquête ordonnée par le général Allard, la plainte d'Alleg est toujours en cours d'instruction. Pourtant, Alleg a été confronté avec les officiers et les policiers qu'il avait nommément désignés euh, euh, comme ses tortionnaires.
Pourtant, le juge militaire chargé d'instruire la plainte a procédé, en compagnie d'Alec, à une visite des locaux, au cours de laquelle Alec a pu décrire de mémoire, avant d'y pénétrer, plusieurs pièces de l'immeuble d'El Billard, en particulier la cuisine, qu'il n'aurait pas dû connaître si, comme on le prétend, l'interrogatoire s'est déroulé entre guillemets normalement. Pourtant, il existe au dossier un certificat médical très détaillé dressé par 2 médecins, eux-mêmes internés à l'Audi, qui ont examiné Henri Alleg à son arrivée au camp, le 12 juillet. Un mois après les tortures, il portait encore nettement visibles des marques de liens au poignet, des cicatrices de brûlures et autres traces. Pourtant, de multiples dossiers ont été ouverts à la suite d'autres plaintes qui mettent en cause les mêmes officiers. Si Alleg et son avocat demandent l'inculpation de ces tortionnaires, c'est non seulement pour que soient sanctionnés des actes intolérables, mais surtout pour empêcher que puissent se renouveler des pratiques aussi sur, se renouveler sur d'autres des pratiques aussi révoltantes. Alors, fin de cette passage, du coup, comment dire, voilà, donc, une petite césure entre temps. Au moment où, comme on l'a expliqué Jacques-Marie Bourget dans nos colloques, le Parlement de Bruxelles a mis en marche l'Europe nouvelle et antitotalitaire, il est bon de se souvenir de la résistance héroïque en Algérie d'un très grand petit homme, le communiste Henri Alleg. L'avocat Roland Rapaport raconte comment le manuscrit écrit sur du papier toilette fut sorti en 1957 de la prison de Barberousse à Alger, feuille par feuille. Voilà. Publié le 24 juillet 2013. Comment se fait-il qu'Henri Alleg ait été celui qui a produit la question, minuit 1958, un témoignage sobre ayant le ton neutre de l'histoire, comme l'a écrit François Mauriac. Il se comptait pourtant par milliers ceux qui ont eu à subir la supplice de l'électricité et de la baignoire pendant la guerre d'Algérie. Beaucoup y ont succombé, et pour d'autres, les tortures infligées ne restèrent pas sans effet. Les victimes, qui n'avaient pas pleinement résisté, demeurèrent marquées pour toujours moralement atteintes, porteuses d'un sentiment de culpabilité. Dès lors, comment écrire avec l'énergie nécessaire? Certes, comme je l'ai lu ces derniers jours, Henri Alleg, journaliste militant, était accoutumé à l'usage de la plume. Mais je pense qu'il n'a pas été suffisamment souligné que s'il a pu s'exprimer comme il l'a fait, c'est que ces tortionnaires n'ont rien, absolument rien, pu obtenir de lui. Si Henri Alleg a pu écrire la question, c'est donc parce qu'il n'avait pas parlé. Je l'ai compris lors de notre première rencontre à la prison Barberousse à Alger en septembre 1957. Membre à cette époque du Parti communiste français, j'étais auprès de lui comme l'envoyé du collectif d'avocats communistes assurant la défense de militants emprisonnés pour leur participation au combat pour l'indépendance de l'Algérie. Je me suis alors retrouvé en présence d'un homme exprimant hautement sa fierté d'avoir résisté à ces tortionnaires. Il m'a fait, non sans exaltation, le récit de ce qu'il avait subi et comment il avait fait front. J'étais particulièrement impressionné par ce qu'il a raconté de l'épreuve du pentotal, ouais, utilisé comme sérum de vérité, à laquelle il avait été soumis. Ceux qui le détenaient étaient à la recherche d'André Moine, l'un des dirigeants du Parti communiste algérien devenu clandestin. Ils voulaient lui arracher des informations et Henri Alleg a trompé leur attente en faisant mine de croire qu'il se trouvait avec des amis. A trompé leur attente en faisant mine de croire qu'il se trouvait avec des amis. Non, ils ne savaient vraiment pas comment entrer en contact avec André Moine, et puis ils les trouvaient bien imprudents, les dits amis. Attention, ne parlez pas si fort, on pourrait nous entendre, leur recommandait-il.
À la fin du mois de juin 1957, il a été expédié au camp de Lodi. Il s'agissait d'un camp d'internement placé sous contrôle des autorités militaires. L'internement était privé de tout droit de communication, que ce soit avec sa famille ou avec des avocats. L'internement était d'une durée indéterminée et les militaires pouvaient soumettre leurs prisonniers à de nouveaux interrogatoires. Ce n'est donc pas, comme il l'a été écrit ces derniers jours, pendant qu'il se trouvait au camp de Lodi, qu'Henri Alleg a pu remettre à un avocat les feuillets de la question. Il fallait absolument le soustraire au régime d'internement. Pour y parvenir, une décision judiciaire était indispensable. Les efforts entrepris par son épouse Gilberte et ses avocats aboutirent fin août 1957 à son transfert à la prison Barberousse. C'est à ce moment-là que plus de 2 mois et demi s'étaient écoulés depuis son arrestation, le 12 juin 1957, que Henri a pu connaître les raisons judiciairement exprimées de son emprisonnement, s'entretenir avec son épouse et recevoir la visite de Léo Matarazzo, membre du collectif des avocats communistes. C'est au cours de cette rencontre qu'a vu le jour le projet de la question. Mais le détenu Henri Alleg ne disposait que de brefs moments pour s'y consacrer. Plusieurs mois lui furent donc nécessaires. Il importait aussi que ses écrits parviennent à l'extérieur. Les membres du collectif des avocats communistes furent chargés de cette mission. Je fus de ceux qui, entre les mois de septembre et décembre 1957, se succédèrent auprès d'Henri Alleg, recueillirent les précieuses feuilles du manuscrit et les emportèrent au dehors dans leurs serviettes. Manuscrit sur papier toilette. La publication de la question a été considérée au printemps 1958 comme une participation manuscrit sur papier toilette. La publication de la question a été considérée au printemps 1958 comme une entre guillemets, participation à une entreprise de démoralisation de l'armée ayant pour objet de nuire à la défense nationale. Un juge d'instruction du tribunal permanent des forces armées de Paris, le commandant Giraud, a délivré au mois de mars 1958 un ordre de saisie des exemplaires du livre au commissaire de police Mathieu qui s'en est acquitté avec zèle. Les avocats qui avaient œuvré à cette publication en important à l'extérieur de Barberousse, feuille après feuille, le manuscrit était passible de poursuite comme ayant participé à une entreprise de démoralisation de l'armée, ce qui n'a pas manqué de se produire. En effet, au printemps 1958, un juge d'instruction d'Alger a été chargé de l'identification des coupables. Henri Alleg a été convoqué et le magistrat l'a sommé de lui faire connaître l'identité de ceux qui lui avaient donné assistance. Il se trouve que j'étais l'avocat assurant sa défense lors de cet interrogatoire. La situation était singulière, pour ne pas dire cocasse. À la question posée, Henri a simplement répondu « Je ne vous le dirai pas, monsieur le juge ». Et celui-ci a très vite compris que ses efforts resteraient vains. Ce que je relate ici, je l'ai rappelé l'année dernière lors d'une réunion à la Bibliothèque de France de l'association Maurice Audin, qui poursuit sans relâche ses efforts pour que la République reconnaisse que le mathématicien Maurice Audin est mort au mois de juin 1957, victime des sévices subis à la Villa Cecchini. J'étais avec Henri Alleg à la tribune de la réunion présidée par Henri Tronel. Henri Alleg a confirmé mes souvenirs, qu'il a cependant tenu à rectifier sur un point. J'avais dit au public que son manuscrit avait été écrit sur un genre de papier toilette. Pas un genre, Roland. C'était bien du papier de toilette. La saisie de la question, en mars 1958, avait provoqué une vive campagne de protestation. Une adresse solennelle avait été envoyée au président de la République, René Coty, pour demander que la lumière soit faite dans des conditions d'impartialité. Et de publicité absolue sur les faits rapportés par Henri Alleg et que les pouvoirs publics, au nom de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, condamnent sans équivoque l'usage de la torture. Cette déclaration
portait les signatures de François Mauriac, Roger Martin Dugard, Jean-Paul Sartre. Au rang des signataires des signataires figurait aussi André Malraux. Si j'insiste, c'est que j'ai lu avec beaucoup de surprise dans le journal Libération la déclaration d'une historienne soutenant que Malraux était demeuré silencieux au moment de la saisie des exemplaires de la question. Saisie d'exemplaires. Ces prises de position ne sont pas restées à l'époque sans conséquences. Les éditions de Minuit ont certes été victimes de la saisie de milliers d'exemplaires de la question, mais les poursuites engagées contre l'éditeur Jérôme Lindon sont demeurées sans suite. Henri Allègre, lui, est resté en prison et a été condamné le 15 juin 1960 par le TFPA d'Alger à 10 ans de travaux forcés pour atteinte à la sécurité de l'État. S'il a trouvé la liberté au printemps 1961, c'est parce qu'il est parvenu à s'évader de la prison de Rennes, où il continuait à exécuter sa peine. Aussitôt libre, il a repris sa vie de militant journaliste politique. Il est retourné en Algérie au lendemain de l'indépendance, en 1962, pour faire reparaître Alger républicain, dont la publication a été à nouveau interdite en 1965, au lendemain de la chute de Ben Balla. Il est alors revenu en France où il a poursuivi une vie de journaliste et d'écrivain bien connu. Il importe aussi de savoir qu'Henri Allègre, ce militant de l'indépendance de l'Algérie, s'est exprimé publiquement au sujet du traitement subi en France par ceux des Algériens qui avaient combattu dans les rangs de l'armée française. C'est ainsi qu'il a tenu à figurer parmi les signataires d'une lettre adressée le 21 septembre 2005 au président Chirac, à l'initiative du président de la Ligue des droits de l'homme, Jean-Pierre Dubois. On y lit qu'il est temps de mettre fin au comportement indigne de la France à l'égard des harkis, caractérisés par des discriminations inouïes, parquage dans des camps, maintien en marge de la société, tandis que leurs enfants subissent une scolarité amputée. Il est précisé dans cette lettre que parmi les signataires, certains ont approuvé la lutte du peuple algérien pour son indépendance, d'autres non, mais quelle qu'ait été notre opinion, nous ne pouvons pas admettre que la République ne reconnaisse pas, au regard des droits de l'homme, ses torts vis-à-vis des harkis et de leurs familles. Aujourd'hui encore, la question demeure une référence. C'est ainsi qu'en 2007, aux États-Unis, lors des débats sur l'usage en Irak de ce qui était désigné comme des interrogatoires musclés, en réalité de véritables tortures, l'Université du Nebraska a publié en anglais la question. Dans la préface, signée du professeur James D. Le Sueur, on lit « La question est et demeure aujourd'hui une question pour nous tous ». Un excellent article. Là, en fait, ce qu'on nous rappelle, par rapport à la cause communiste, c'est que nous sommes anti-impérialistes. En fait, nous autres communistes, c'est tout l'aspect anti-impérialiste, en l'occurrence ici anticolonial. On nous rappelle aussi effectivement tout ce qu'un militant communiste sérieux comme Henri Allègre peut subir d'épreuves. En fait, la vie d'un militant communiste, en général, c'est pas tout repos. Hein. Quand il est face aux forces de la réaction, aux forces du capital, eh ben, il peut payer cher son engagement. Hein. Après, c'est une vie de conviction, c'est une vie d'engagement. Être communiste, militant communiste, ça peut, dans un certain nombre de cas, après il y a des cas qui sont un peu plus sécurisés, mais ça peut valoir des épreuves conséquentes. Ensuite, ça nous rappelle que le marxisme, le communisme, c'est avant tout un humanisme. En fait, en l'occurrence, il y a chez les communistes j'ai fait déjà sur une vidéo sur la question des droits de l'homme et sur le marxisme et les droits de l'homme, mais il y a un profond attachement, même si on critique les droits de l'homme sur la question de la propriété privée,
hein, et certains qui sont plutôt gauchistes parfois sur la question du droit bourgeois, eh bien, on est attaché à certains droits, à une certaine liberté humaine et une protection de la dignité humaine. C'est pour ça que moi, je me réclame d'un communisme républicain. C'est parce que je considère qu'il y a une conception républicaine de la liberté qui doit protéger la dignité humaine. Voilà. Et donc, souvenons-nous de Henri Alleg, militant communiste qui était au PCF, qui était membre ensuite du PRCF, du pôle de renaissance communiste en France, hein, et qui est un mec d'un courage, d'un grand courage. Comme ils disent, un petit homme d'un grand courage. Enfin, ils disent un grand petit homme, mais enfin, c'est un homme d'un grand courage et on ne peut que l'admirer. Sur ce, pensons à Henri Alleg, qui aujourd'hui est mort, hein, comme, comme un grand homme, comme un exemple édifiant de de courage, de loyauté envers ses convictions. C'est, voilà, je ne vais pas faire une martyrologie, moi je suis communiste, je ne suis pas chrétien. Je suis communiste, républicain, je suis athée en l'occurrence. On va dire c'est convictions personnelles, les questions de enfin, d'être ceux qui sont athées ou croyants. Mais, voilà. Donc, mais ouais, je suis pas dans une démarche, voilà, je suis pas friot. Euh, eh bien, c'est un exemple édifiant, un exemple moral édifiant que le parcours de Henri Alleg. Et on ne peut avoir qu'une larme émue pour quelqu'un qui s'est battu avec force et conviction. Voilà. Sur ce, camarades et citoyens, je vous souhaite de prendre soin de vous. Raison, égalité, nous vaincrons. Pour la victoire du prolétariat.